de me recevoir aujourd'hui. Donc moi, je travaille à l'INRA de Clermont-Ferrand, dans l'unité qui s'appelle Génétique, diversité et écophysiologie des céréales. Et aujourd'hui, je vais vous parler de l'ADN ancien. Cet ADN ancien qui peut servir pour étudier l'origine et la domestication du blé. Et on va voir pourquoi et comment. Alors, il faut savoir que le blé, en fait, a une histoire relativement complexe, justement, elle aussi, à expliquer et à caractériser. Le blé est issu d'une espèce sauvage qui est issue du Proche-Orient, qui est matérialisée ici en marron, et qui a connu une domestication il y a 10 000 ans. Donc, on voit ici un champ de blé sauvage, qui était utilisé par les chasseurs-cueilleurs à l'époque. Et ce blé a été domestiqué et il a connu une expansion à travers le monde pour donner des cultivars domestiqués à très haut rendement que l'on connaît à l'heure actuelle. Donc au niveau de la plante, ça se voit très bien, les caractères de domestication. Ici, on a l'illustration d'un blé sauvage avec un rachis fragile. Dès que la plante arrive à maturité, les grains se détachent de l'épi et tombent au sol. Donc la récolte est relativement laborieuse et difficile. Et le blé que l'on connaît à l'heure actuelle, qui est consommé pour le pain ou les pâtes, c'est une variété, une espèce domestiquée avec un rachis solide, des grains nus, très faciles à récolter puisque très faciles à battre. Et donc cette domestication s'est faite il y a 10 000 ans et l'expansion à travers le monde, à partir de ce croissant fertile ici en marron, s'est fait à travers différentes routes d'expansion. Alors, on trouve dans la littérature, on parle d'1 kilomètre par an, donc c'est une expansion qui est relativement lente, qu'il a fallu 3000 ans pour atteindre l'Atlantique, et qu'en fait, à l'ouest, on trouve deux trajets principaux, une voie méditerranéenne et une voie danubienne, et qu'en fait, en France, c'est le lieu de rencontre entre le sud et le nord, entre ces deux voies, et donc il reste intéressant de travailler ces voies d'expansion pour voir les différentes hybridations qui ont pu avoir à l'occasion de ces différentes rencontres de route. Et donc ensuite, on a des voies asiatiques et aussi une voie vers l'Afrique par le Nil. Alors, pour expliquer cette histoire complexe, on utilise bien sûr en première ressource les données archéologiques. Donc, il y a énormément de données archéologiques qui illustrent en fait cette histoire du blé sauvage et puis du blé domestiqué. Je vous montre quelques exemples ici qui sont quand même intéressantes. Ici en Israël, on a retrouvé des traces de culture de plantes et de fabrication de pain datant de plus de 23 000 ans. Donc là, c'est les plus vieilles traces que l'on peut recueillir. Il s'agissait là de communautés de chasseurs-cueilleurs avec des céréales sauvages qui ont été retrouvées, des amidonniers, de l'orge, de l'avoine, qui étaient cultivés en mélange avec des mauvaises herbes connues pour prospérer dans les champs d'agriculture. Ensuite, une deuxième illustration avec en Jordanie des traces d'une ancienne galette vieille de plus de 14 000 ans. Puis ensuite, en Cappadoce, si la cueillette est encore la principale source d'alimentation de végétaux, des indices de domestication du blé apparaissent. Ici, donc, il y a environ 8000 ans avant Jésus-Christ, 8000, 7000 ans avant Jésus-Christ. Ici, ce site correspond à une phase de transition vers la domestication qui a été relativement lente, puisque la domestication s'est menée sur un temps très long, environ 50% d'espèces cultivées domestiquées sur 1000 ans. On retrouve aussi en Syrie des présences de meules, des galettes de céréales, et toujours pas ici de domestication avec des agriculteurs qui cultivent des plantes sauvages. Donc les sites archéologiques et les restes archéologiques nous montrent que la sédentarité est venue avant l'agriculture, que cette agriculture est pré-domestique, c'est-à-dire que les hommes ont cultivé d'abord les plantes sauvages, puis il y a eu la domestication, et que cette domestication serait plutôt inconsciente. Là, tous les auteurs ne sont pas forcément encore très clairs, mais du fait cette domestication a été relativement longue, on parle de domestication inconsciente. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement d'essayer de comprendre, de caractériser cette histoire qui est complexe, cette histoire où il y a eu la domestication. On a vu les premières traces de blé sauvage qui relèvent à peu près il y a 10 000 ans.
Mais il y a eu aussi à prendre en compte une sélection plus moderne. C'est ce qui est matérialisé ici d'une façon plus récente, avec en 1856 la description de la sélection généalogique par Louis de Villemorin, et puis toute la redécouverte des lois de Mendel qui ont permis à l'homme de faire de la création variétale, de l'amélioration variétale. Donc là, sur ces plantes et sur ces blés domestiqués, de nombreux caractères ont été caractérisés comme étant impactés par cette domestication. On parle de rachis non cassants, donc de grains nus, ça je vous en ai parlé au début, mais il y a aussi la perte de la dormance, une germination plus rapide et uniforme, une augmentation de la taille et du nombre de grains, une amélioration de la compétitivité face aux mauvaises herbes, par exemple, des modifications des processus développementaux, au niveau de la floraison, de la maturation et de la sénescence. Donc, il y a aussi un modèle complexe à élucider et l'ADN ancien a vocation à permettre de mieux comprendre plus finement ces modèles d'histoire évolutive, puisqu'en fait, on a des hypothèses, comme on a parlé là, de modification de la dormance, mais quels sont les gènes qui sont en dessous? C'est vraiment ce que l'ADN ancien peut apporter. Donc ici est matérialisée l'histoire évolutive des blés. Les blés domestiqués sont représentés avec des traits pleins. Voilà, la souris est là, avec des traits pleins. Donc on a ici par exemple l'espèce Triticum dicocum, donc que l'on consomme quand on mange des pâtes, qui est issue d'une histoire d'hybridation entre deux progéniteurs qui sont matérialisés ici en haut. Et donc on a une espèce qui a connu une hybridation à travers deux progéniteurs, donc on dit qu'elle est tétraploïde, et donc c'est ce qui est représenté ici, et donc c'est ce qui a donné le blé dur. Le blé tendre, lui, est ici en bleu. Je me suis trompée parce que bien sûr, Triticum dicocum, c'est l'espèce qui est domestiquée, qui donne le blé dur que l'on consomme actuellement quand on mange des pâtes. Donc je vais faire apparaître les gènes de domestication, voilà, ce sera plus facile. Donc ça, c'est les étoiles matérialisent les gènes de domestication qui sont connus, qui ont été séquencés à l'heure actuelle. Donc il y en a 3 principalement pour le rachis solide, pour des épis cassants et des grains nus, et avec des glumelles souples. Et donc le blé tendre, qui est ici en bleu, lui a connu une nouvelle hybridation, une deuxième hybridation avec le géniteur du génome D, ici en rose, et donc il porte également ces gènes de domestication. Et donc, c'est l'espèce qui donne le blé tendre que l'on consomme quand on mange du pain. Donc voilà, un certain nombre de gènes sont caractérisés aujourd'hui, mais l'idée est maintenant avec l'ADN ancien, c'est-à-dire avec le séquençage d'échantillons archéologiques, d'échantillons passés, on espère pouvoir aller découvrir de nouveaux gènes qui ont impacté cette domestication. Alors une grande question aussi que l'on veut travailler quand on fait de l'ADN ancien, c'est pour essayer de retrouver une diversité qui a été perdue. Alors au sein de l'équipe, on a fait différentes études pour caractériser la diversité moderne. Ici, je vous présente une étude qui a été réalisée sur environ 500 accessions de blé à travers le monde, 68 pays. Il y avait différentes accessions travaillées, des landraces, donc des vieilles populations de pays, des cultivars assez anciens, des cultivars d'après-guerre et aussi des variétés modernes à très haut rendement. Donc on a pu étudier la diversité de ces espèces, de ces cultivars au sein du temps, donc sur environ 100-150 ans de sélection par l'homme. Et donc, on s'aperçoit, avec ici matérialisé en fonction des landraces, des anciens cultivars, des cultivars et des variétés modernes, qu'on a une perte de diversité allélique, puisque c'est ce qui est matérialisé, ce qui est ploté ici. Et donc, on s'aperçoit que la diversité génétique a considérablement chuté quand on regarde une centaine d'années. Et donc, il apparaît vraiment maintenant très intéressant d'aller retourner dans le passé, plusieurs centaines, milliers d'années, pour essayer de retrouver une diversité qui n'existe plus aujourd'hui. Donc voilà, c'est ce qu'on a montré, donc une érosion de la diversité à travers une centaine d'années.
de sélection par l'homme. Alors ces résultats ont été confirmés par d'autres études avec du séquençage génomique à très large échelle. C'est l'étude de Zhou et al. 2020, où chaque bille de couleur représente un niveau de diversité. Et en bas, on s'aperçoit que les cultivars modernes sont moins riches en diversité qu'ici en haut, les cultivars, les espèces sauvages qui sont matérialisées en haut. Donc ça, c'est assez bien décrit dans la littérature. Il y a une autre chose qui est décrite et qui est très intéressante dans la littérature, c'est la projection de l'aire de répartition géographique des populations sauvages, notamment pour l'amidonnier sauvage qui est représenté ici en haut. On voit les projections sur 2040-2060 et puis après 2080-2100. En vert, on voit les projections de l'aire de répartition géographique. Et on observe que cette répartition géographique, elle chute en fonction du temps. Donc là, on va accentuer, bien sûr, la perte de la diversité génétique. Donc ça, c'est l'étude de Zhao et al. 2022. L'ADN ancien permet aussi d'aller travailler des espèces éteintes. Donc, il y a des espèces éteintes qui ont été décryptées. Donc, vous avez peut-être pas entendu parler de l'homme de Néandertal, qui a été publié par Ed Green en 2010. Donc là, il s'agissait d'un échantillon vieux de 40 000 ans, mais le plus vieux échantillon de l'homme de Néandertal date de plus de 430 000 ans, hein, c'est très très vieux. Donc l'ADN ancien permet de faire des découvertes relativement majeures. Le cheval a été relativement travaillé aussi, hein, on peut remonter jusqu'à 600 000 ans sur le cheval. Et sur le mammouth, avec des échantillons qui sont préservés dans le permafrost, on peut retourner le passé dans 1,6 million d'années. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant, c'est des découvertes assez majeures. Et il faut savoir que chez les plantes aussi, on a des espèces éteintes à décrypter. Je vous montre ici par exemple un New Gloom type, donc c'est un type de reste archéologique qui a été très bien caractérisé dans la littérature. Il était cultivé du néolithique à l'âge du bronze, et il constituait un élément important des cultures. Et sa culture a décliné après l'âge du bronze, et les découvertes sont relativement rares à l'âge du fer. Et après, il disparaît totalement des archives archéologiques. Donc bien sûr, l'une des grandes questions, c'est à quoi correspond ce blé que l'on ne retrouve plus à l'heure actuelle. Un autre type qui a disparu bien avant, c'est le Triticum parvicocum, qui serait un blé hexaploïde nu, voilà, avec des tout petits grains. Il faut savoir que l'un des objectifs aussi de l'ADN ancien est d'aider à l'identification des archéologues, puisque les archéologues, bien souvent, ils retrouvent des fragments de graines, de rachis. Et en fait, parfois, c'est très difficile de faire de l'identification. Par exemple, entre le blé dur et le blé tendre, donc Triticum aestivum et durum, les archéologues n'arrivent pas à distinguer ces deux espèces. On a deux espèces bien distinctes, il y en a une qui est hexaploïde, une qui est tétraploïde, et ils n'arrivent pas à, avec sous loupe binoculaire, à différencier les deux. Et il est évident qu'avec des analyses génétiques, on peut identifier très clairement ces deux espèces. Donc ça, c'est un défi majeur. Il faut savoir que l'ADN ancien de plantes fossilisées existe maintenant depuis de nombreuses années. Il y a des articles qui sont publiés. Là, vous avez du bois qui a été publié. On a différents aussi tissus sur du grain, des rachis. On remonte jusqu'à 10 000 ans. Et peut-être même plus maintenant. Donc sur les plantes, c'est beaucoup plus... voilà, ça a démarré plus tard que chez les mammifères, mais on a quand même des études très intéressantes. Là, vous avez du maïs, de l'orge, du riz. Donc je vais vous parler maintenant de comment est-ce qu'on travaille cet ADN ancien. Alors dans l'équipe, nous, on a différents projets. On a réussi à développer des méthodes pour aller étudier des restes archéologiques que l'on retrouve imbibés au fond de l'eau. Donc on travaille beaucoup sur des échantillons qui sont retrouvés dans des sédiments au fond des lacs. Donc on a deux projets de ce type, un projet, un projet qui permet d'étudier les différents sites alpins. C'est des sites que l'on appelle des
palafites, c'est-à-dire que c'est des anciens villages d'agriculteurs qui étaient soit construits sur des pilotis, soit construits au bord des lacs. Et donc, c'était des cultures, enfin, c'était des agriculteurs. Donc, on retrouve une multitude d'informations, une multitude de restes archéologiques et de restes organiques associés à ces villages. Et donc, on en retrouve dans beaucoup de lacs alpins en France et à travers l'Europe. Et après, on a un projet aussi ANR qui permet de sortir un petit peu de la France, de l'Europe, et même d'étudier des pins avec des coupes microscopiques. Et on a un troisième projet que l'on aimerait investiguer plus profondément sur les herbiers, notamment avec le Muséum d'histoire naturelle et l'INRIA. Voilà. Alors la grande problématique, c'est que l'ADN, on en trouve partout. Donc bien sûr, on en trouve dans les plantes, on en trouve dans le sol, là où on trouve les sédiments. On en a dans l'eau, on en a sur notre main, on en a sur nos vêtements. Donc ça, c'est une grosse problématique quand on veut travailler de l'ADN ancien, parce qu'on veut travailler sur un échantillon qui est vieux de 5000 ans. Mais en fait, on a de l'ADN qui contamine partout. Donc il faut arriver à le préserver de tout type de contamination. Donc pour ça, on a développé un laboratoire de paléogénomique, donc qu'on appelle Paléolab, qui est donc sur le site universitaire de Clermont-Ferrand, qui a été financé par la région, et c'est quand même un laboratoire INRA. Et donc ce laboratoire est regroupé en différentes salles, permettant d'abord le tamisage des sédiments de façon stérile, de façon propre. Un autre laboratoire permet d'identifier sous loupe binoculaire les différents restes archéologiques. Et nous, principalement, ce qui nous intéresse, c'est les triticés, donc les céréales, les blés, que l'on met de côté, que l'on identifie clairement. Et après, on a un autre laboratoire qui s'apparente à une salle blanche. Et donc là, en fait, tout ce qui rentre à l'intérieur va être décontaminé aux UV, à la javel. On a une combinaison, on a des masques, et tout ce qui rentre doit être excessivement stérilisé et purifié de tout ADN. Donc on va prendre le processus un petit peu pour vous parler des échantillons. Donc les échantillons, bien souvent, ils proviennent de restes de sédiments que l'on trouve dans le sol. Donc là, on a une doctorante qui travaille pour l'identification de ces restes archéologiques en milieu déjà confiné. Ces échantillons sont bien souvent, nous on travaille beaucoup sur des échantillons humides, et donc on les conserve en milieu humide et on les stocke au frais. Donc justement, ces échantillons en archéologie, on retrouve trois grands types d'échantillons. Il y a les échantillons qui sont carbonisés. Donc là, la morphologie est très très bien conservée, donc c'est très informatif, c'est très utile pour identifier les espèces. Mais par contre, en termes d'ADN, on ne retrouve plus d'ADN dans ces restes carbonisés, donc ça c'est problématique. On a des restes desséchés qui sont là vraiment le Graal, parce que l'ADN est vraiment très bien conservé à l'intérieur, la morphologie est très bien conservée. Sauf que le problème en Europe, c'est que des restes desséchés, on n'en retrouve plus, parce que le climat, parce que les échantillons sont tout de suite dégradés par les micro-organismes. Donc on en retrouve un petit peu en Égypte, mais c'est très rare. Et après, on a donc des restes imbibés, donc qui sont retrouvés au fond de l'eau, qui ont été préservés de l'oxygène par les sédiments, mais qui sont par contre beaucoup plus difficiles à caractériser parce que les tissus sont devenus souples et l'identification est beaucoup plus difficile. Je vais vous montrer quelques résultats donc, qui sont issus là d'un échantillon d'un site, comme je vous parlais d'un site palaffitique, donc, qui est issu du Jura, c'est un site UNESCO. C'est un échantillon qui est vieux de 5000 ans, qui a été étudié par Pierre Pétrequin, donc, qui était le directeur de fouilles qui a travaillé sur ce site sur de nombreuses années. Et donc on a travaillé avec des bases d'épillés. Voilà, juste pour vous montrer quelques images pour faire de l'extraction d'ADN ancien. Donc, comme je vous l'ai dit, on rentre dans ce laboratoire confiné. On va broyer les échantillons, on va les incuber avec les tampons, on les purifie et ensuite on va vérifier l'intégrité des ADN, c'est-à-dire qu'on va les quantifier, on va les visualiser. Mais il faut savoir que quand on travaille avec des échantillons qui sont vieux de plus de 5000 ans, en fait, la qualité est très dégradée et la quantité est infime. Parce que comme vous l'avez vu sur les photos, les fragments sont vraiment aussi petits qu'une tête d'épingle. Donc ça, c'est des protocoles qu'on a
qu'on a développé au laboratoire. Mais il faut savoir que moi, j'ai été me former aux États-Unis, hein, notamment avec Ed Green, hein, avec celui qui a fait le génome de Néandertal. Et donc, on a dérivé les protocoles qui sont utilisés chez les mammifères. Ensuite, il y a une grosse partie de l'analyse qui consiste à l'analyse bioinformatique, donc le traitement de toutes ces données de séquences. Et la grande question, une fois qu'on a un jeu de séquences, c'est d'aller identifier quelles sont les espèces présentes dans cet échantillon. Est-ce qu'il existe des contaminants du sol, des contaminants de l'homme? Donc là, pour cela, on utilise les bases de données. Donc bien sûr, on séquence à la volée tout notre échantillon. Donc là, vous l'avez vu, notre échantillon qui est issu du Jira. On le séquence à la volée. Donc là, on a obtenu plus de 115 millions de séquences. On le compare aux bases de données, qui sont des bases de données énormissimes, hein. Là, il y a presque 500 millions de séquences dans la base de données qui est à jour de cet été. Et donc, on va essayer de rechercher toutes les espèces qui sont contenues dans ces échantillons. Là, dans cet échantillon, on a retrouvé 299 classes taxonomiques. C'est ce qui est représenté ici sur le nuage de mots. Donc on retrouve en très grande majorité des microbes, des contaminants du sol, de l'eau. Et après, si on se focalise sur les eucaryotes, on retrouve quand même une grande part de blé. Et on retrouve un peu de poisson, on retrouve un peu d'Homo sapiens. Donc, on a pu identifier que dans ces séquences, on a de l'apparentement aux séquences de blé. Mais ce n'est pas tout, parce qu'en fait, il faut aller plus loin sur la vérification. Et donc là, on fait de la comparaison avec des génomes de référence bien spécifiques. Donc chez le blé, on a pour l'instant 4 génomes de référence. On a du blé sauvage, on a 3 types de blé domestiqués. Et donc on peut comparer le jeu de séquences obtenu sur cet échantillon de 5000 ans avec ces génomes de référence qui sont dans la littérature. Et on peut identifier la meilleure des références. Ici, ce qui est matérialisé, c'est le taux de mutation, sur le taux de différence de séquence. Donc on a identifié que Triticum du Rhum est la référence la plus proche de cet échantillon vieux de 5000 ans. Ensuite, une autre étape, maintenant qu'on est sûr d'avoir de l'ADN du blé, qu'il correspond bien à notre référence caractérisée, on va faire ce qu'on appelle l'authentification ancien, c'est-à-dire que moi, je dois démontrer que cet ADN est bien du blé, ça c'est fait, mais qu'il est bien ancien, c'est-à-dire qu'il n'est pas issu d'une contamination moderne de mon laboratoire, de l'environnement, du pollen, du champ à côté. Et donc pour ça, on utilise un outil qui s'appelle MapDamage et qui permet d'aller regarder sur le profil de l'ADN ancien s'il y a des déaminations des cytosines. Alors les cytosines, c'est l'une des 4 bases d'ADN. Et sur l'ADN ancien, c'est-à-dire l'ADN post-mortem, il y a des dégradations très spécifiques qui se font sur les cytosines. Et ces dégradations se font principalement aux extrémités des fragments. Donc en fait, on va compter ces modifications sur les cytosines et on va les compter le long du fragment. Et on voit ici en rouge un enrichissement de modifications de ces cytosines en extrémité de fragments. Et ça permet vraiment d'authentifier qu'on a bien de l'ADN ancien. On n'a pas des mutations, des modifications qui sont de façon aléatoire, elles sont bien sur l'extrémité. Et ça, c'est ce qui nous permet de dire, OK, j'ai du blé, mais j'ai du blé qui est bien ancien. Donc ça, c'est des outils qui avaient été faits déjà chez l'homme de Néandertal. Hein. C'est vraiment des outils d'authentification qui sont utiles à publier. Et une fois que toutes ces analyses, ces prérequis sont faits, on peut passer à l'analyse génétique, c'est-à-dire à la comparaison de cet ADN de blé ancien aux collections de blé moderne. Donc là, je vous présente cet échantillon qui a été comparé avec un panel de blé de 287 blés, donc tétraploïdes, qui proviennent de 49 pays. Donc notre base, là, correspond à 2 millions de SNP. Vous avez la carte qui représente les différentes origines géographiques. Et donc, on a comparé cet ADN ancien avec ce panel et on a pu identifier qu'il y avait 2147 mutations retrouvées dans ce panel. Et on a aussi presque 92 000 nouveaux allèles, c'est-à-dire des mutations des allèles, des modifications de séquences que l'on ne retrouve jamais dans ce panel moderne. Alors bien sûr, notre panel moderne n'est pas exhaustif,
Mais 91 000, ça fait quand même beaucoup. Et il faut savoir aussi qu'il y a sans doute de nombreuses erreurs de séquence, puisque l'ADN est très vieux, très dégradé. Donc en fait, sur un échantillon, on peut dire que ce n'est pas suffisant pour identifier des nouveaux allèles anciens, mais en tout cas, l'idée, c'est que plus on travaillera sur l'ADN ancien, et plus on arrivera à accumuler des échantillons, des dizaines, des centaines d'échantillons anciens, on pourra aller vraiment à la recherche, à la découverte de nouveaux allèles qui existaient dans le passé. Et donc, si on fait une analyse génétique avec ces panels modernes, de blé modernes, on peut regrouper les différents types de blé selon les origines géographiques, selon les espèces aussi. Et donc, on voit ici les différents types de blé qui se regroupent en nuages selon leur espèce, puisqu'en fait, ici, on a des types de blé de type Timophilie, on a des sauvages, ici, en vert foncé, par exemple. Et donc, l'ADN ancien est ici en rouge. Et en fait, l'analyse phylogénétique, donc cet arbre phylogénétique ici, et l'ACP nous montre que cet échantillon d'ADN ancien semble être un mélange ou un hybride de deux choses, puisqu'il est à l'interface de deux choses. On ne retrouve pas cet ADN ancien à l'intérieur d'un nuage de blé moderne. Et donc, en fait, les analyses nous montrent qu'on a un mélange à 58% d'une composante ancestrale de type AAG, donc ce seraient les blés de type orange, de type Timophilie, et les autres, ici, en rouge, donc, qui représentent l'amidonier, et donc Triticum dicocum. Donc cet échantillon semblerait être un mélange ou un hybride de ces deux types de blé. Encore une fois, les types de blé représentés en couleur sont des blés modernes, et là, moi, je vous parle d'un échantillon qui est vieux de 5000 ans. Donc ça, c'est les résultats pour un échantillon. L'idée, c'est d'accumuler beaucoup de données, beaucoup d'informations sur des centaines de fragments d'échantillons. Et donc, à travers nos projets, et depuis maintenant un peu plus d'un an, puisque le laboratoire a été inauguré en 2023, on accumule avec nos partenariats et les sites archéologiques différents fragments de blé. À ce jour, on a un peu plus de 1000 sur différents types de blé. Donc, on a du Triticum aestivum, du Rhum turgidum. On a aussi du New Glum, du Monococcum, du Dicocum ou encore du Spelta. Je vous ai montré ici des photos. Et on étudie principalement donc, les lacs alpins. On a le lac du Bourget, le lac d'Annecy, le lac d'Achalin. Et c'est vraiment ces différents sites et ces différents fragments qui vont nous donner de la profondeur et de la résolution à nos études. Ah, ben ça tombe bien, c'est les perspectives. En termes de perspectives, donc vous l'aurez compris, on va continuer à étudier donc les sites issus des lacs alpins. Il faut savoir qu'à travers l'Europe, il y en a 111. Donc il y a quand même beaucoup de sites à aller étudier. Après, peu sont fouillés, c'est-à-dire que ça nécessite des plongeurs, il faut des demandes particulières, donc c'est quand même, c'est pas rien, mais il y a quand même ces sites qui ont le mérite d'exister. On a établi un partenariat, on est en train de faire une collaboration avec l'Égypte, avec le National Museum of Egyptian Civilization, donc ça c'est le musée Le Nemec, pour pouvoir étudier des échantillons desséchés provenant d'Égypte. Et on aimerait, bien sûr, on a demandé un financement pour étudier les herbiers issus du Muséum d'histoire naturelle de Paris, mais on sait aussi des herbiers en fait, à Clermont-Ferrand, à Toulouse. Et on a avec les herbiers, on a aussi une ressource qui est très intéressante en termes de caractérisation de la diversité. Sauf que là, on remonte à peu près sur 300 ans, 300, 400 ans. Donc c'est plus récent, mais ça reste une ressource excessivement intéressante à travailler. Voilà, je remercie toute l'équipe qui permet de travailler sur ce projet et sur ce laboratoire. Donc, le responsable de l'équipe, c'est Jérôme Salles. Il vous présentera une thématique cet après-midi. Et donc, on a une doctorante, Marie Lelièvre, Carole Moreau, qui intervient beaucoup au laboratoire, Mariano pour la bioanalyse, Cécile pour l'analyse d'images. Voilà. Si vous avez des questions, je vous remercie pour votre attention. Merci Caroline de nous avoir ouvert sur ce champ nouveau de la paléogénomique. Et donc, la discussion est ouverte.
Merci, c'est vraiment passionnant de savoir d'où on vient, notre histoire. Je voulais savoir s'il y a de l'information concernant qui était responsable pour la domestication dans les sociétés. Si c'était plutôt les hommes ou les femmes. Voilà, vous savez mieux que nous sûrement s'il y a de l'information depuis l'archéologie qui montre un peu les femmes, les hommes, voilà. Oui. Alors c'est une très bonne question, hein, merci de la poser. Alors moi, j'ai pas la réponse. Dans la littérature, je dirais qu'on n'a pas encore la réponse. Par contre, c'est vraiment l'une des grandes thématiques, la place de la femme dans ces communautés. C'est vraiment l'une des grandes thématiques que l'on voit émerger en ce moment. Donc je pense que dans quelques années, on aura de belles réponses. Je reviens. Juste un commentaire, un très bon livre de Marilène Patoumatis sur l'homme préhistorique est aussi une femme. Et elle retrace justement l'importance de la génomique pour comprendre le rôle de la femme dans toutes ces périodes.